up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, moi, je suis en feu. On rentre dans un sujet que je sais qu'on sait, puis qu'on parle tout le temps, puis tout. Mais là, on rentre dans le sujet en profondeur. On est comme en mode genre mini masterclass, OK? On va décortiquer le fameux sucre. Je vais vous donner 8 raisons de comment le sucre nous rend malade. On va regarder ça de façon objective, on va regarder ça avec une ouverture d'esprit, on va regarder ça ensemble pour qu'on puisse faire des meilleurs choix, tout le monde, pour notre santé, pour qu'on puisse vieillir en pleine forme et pas tomber dans les statistiques qui continuent de monter au niveau des maladies métaboliques, au niveau de l'obésité, au niveau du cancer, au niveau de plein de choses que je vais expliquer aujourd'hui pour qu'on puisse, encore une fois, continuer d'évoluer sur notre chemin vers une santé optimale, puis être tous des petits vieux et des petites vieilles en pleine forme. C'est bon? C'est le plan pour aujourd'hui. Donc, on va jaser de sucre, on va jaser d'inflammation, on va jaser de taux de sucre sanguin, de diabète, etc. Et avant de plonger là-dedans, je veux juste m'assurer qu'on comprenne que quand je parle de sucre, je parle de sucre ajouté. Je parle de sucre de table. Hein? Je parle de ce sucre-là qui n'est pas naturel, qui est, comme je disais, ajouté, qui est transformé, qui peut amener énormément d'effets négatifs sur la santé. On s'entend que je ne mets pas le sucre de fruits là-dedans. Nuance importante. Les fruits, c'est sucré. Ça vient avec du fructose. Ça vient aussi avec des vitamines, avec des minéraux, avec des antioxydants, avec des fibres, avec de l'eau. Plein de bonnes choses qui font en sorte que l'effet sur le taux de sucre sanguin, l'effet sur l'inflammation est vraiment moindre que, par exemple, une Kit Kat. Je veux faire une autre nuance. Quand je parle de sucre, ça ne veut pas dire que je parle de glucides. Parce que glucides, c'est pas la définition, c'est pas un synonyme de sucre. La grande catégorie du macronutriment glucides comprend la sous-catégorie de sucre. Absolument. Par contre, il y a des glucides qui n'ont pas de sucre. Donc, ce n'est pas synonyme. J'ai un épisode de podcast complet sur les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Je vais mettre dans la description du podcast. Donc, je ne vais pas répéter tout ça. Mais rapidement, le macronutriment glucide, on peut le diviser de différentes façons. Entre autres, on peut le diviser en 3. Sucre, amidon et fibres. Quand vous regardez sur la valeur nutritive, le tableau noir et blanc qui se trouve sur la plupart des ingrédients, ou plutôt des aliments, qui montre aussi les ingrédients, il y a un tableau de valeur nutritive où est-ce que vous voyez, par exemple, protéines, glucides, lipides, etc. Bien, souvent, on va voir glucides, exemple, 20 grammes. En dessous, ça va être divisé en sucre, mettons, 5 grammes, en fibres, 5 grammes. Et là, on se demande, bien là, c'est quoi les 10 autres grammes? C'est de l'amidon. L'amidon est rarement, voire quasiment jamais indiqué sur le tableau de la valeur nutritive, mais ça fait partie des 3 sous-catégories d'un glucide. On va aller choisir des glucides qui ont le plus de fibres possible. Hein? Les fibres ont beaucoup moins, voire pratiquement pas d'effet sur le taux de sucre sanguin, qu'on va décortiquer beaucoup aujourd'hui. Donc, encore une fois, quand je parle de sucre, je parle pas des glucides qui contiennent énormément de fibres, genre du brocoli puis des légumes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sucre. Voire, il y a bien des légumes qui n'ont pas de sucre du tout, en fait. Il y en a que oui, un petit mini peu, mais souvent, c'est très, très riche en fibres. Fait qu'on n'est pas dans cette conversation-là. Il y a d'autres types de glucides complexes qui n'ont pas beaucoup de sucre ou même qui n'ont pas de sucre. Certains aliments avec des grains entiers. Peut-être que votre pain, il n'y a pas de sucre écrit dessus, c'est marqué 0 g de sucre. Mais il y a de l'amidon.
L'amidon n'a pas une influence aussi intense, j'ai envie de dire, sur le taux de sucre sanguin, mais il y en a quand même un peu. Puis, il y en a quand même pas mal pour certains aliments. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as 0 g de sucre dans ton aliment, par exemple pâte, pain, craquelin, céréales, granola, qu'il n'y aura pas d'effet sur ton taux de glycémie, ton taux de sucre sanguin, qui va monter beaucoup quand on mange des aliments sucrés et quand on mange certains aliments avec de l'amidon. Parce qu'au niveau de la digestion, une fois que ça a passé la bouche puis que ça continue son chemin en bas dans le système digestif, bien, ça a cet effet-là. Et là, on tombe dans plus une liste d'aliments qui auraient un taux de glycémie élevé, qui n'est pas un synonyme, mais qui est bien sûr dans la même genre de catégorie. Donc, je voulais nuancer ça avant de commencer de parler de sucre pour pas qu'on fasse comme, ben là, à part de sucre, à part de tous les glucides, ou à part de sucre, à part du sucre dans les fruits, non aussi. Non. Les sucres, comme je disais, on parle de sucre de table. Il y a beaucoup de mots qui finissent en ose, O-S-E, sucrose, maltose, glucose, lactose, galactose, qui sont une indication que c'est du sucre ou un dérivé du sucre. Donc, quand vous voyez O-S-E, c'est pas tous les mots dans le dictionnaire qui finissent par O-S-E qui égale sucre, mais il y a beaucoup d'ingrédients que vous allez retrouver, que vous êtes comme « Hey, il n'y a pas de sucre dans ma liste d'ingrédients ». Par contre, faites attention, si vous voyez ce genre de mots-là avec O-S-E, bien, ça indique que ça a du sucre dedans. Le sucrose, qui est vraiment, encore une fois, quand on parle de sucre, le sucre ajouté, le sucre, c'est pas bon pour la santé, on parle surtout du sucrose. Le sucrose, en fait, c'est composé de 2 sucres simples, du glucose et du fructose. Entre autres, le fructose, on le retrouve dans les fruits, qui sont des formes naturelles de sucre qu'on trouve dans les plantes, mais sont mis ensemble, sont rajoutés, souvent sont transformés même. Tu sais, le sucre à la base, il n'est pas supposé être blanc, tu sais. Donc, le fait que c'est ajouté, le fait que c'est transformé, il est là le drapeau rouge. C'est ce genre d'aliment-là, de breuvage-là qui va causer les 8 choses que je vais vous jaser aujourd'hui. Il y a aussi le High Fructose Corn Syrup, donc le sirop de maïs à teneur élevée en fructose. Il y a des endroits dans le monde où est-ce que c'est illégal, tellement c'est nocif pour la santé. Bien, nous, on en trouve encore dans des breuvages, dans des sauces, dans des vinaigrettes, dans certains aliments. C'est comme un sweetener, hein, quelque chose qui est un agent qui va sucrer, qui est liquide, qu'on trouve, c'est ça, surtout dans différents breuvages, mais dans différents produits aussi. Et ça, c'est très, très nocif aussi pour la santé. Donc, quand je parle de sucre, bien, je mets ce sirop de maïs à haute teneur en fructose, high fructose corn syrup, dans cette catégorie-là. Pourquoi je veux parler beaucoup de sucre aujourd'hui? Encore une fois, je l'ai dit en introduction, puis j'ai pas fait une longue introduction, là, je suis rentrée direct dans le sujet. Je vous ai dit que j'étais en feu aujourd'hui, puis j'étais en mode plus masterclass. Encore une fois, je pense qu'on le sait, on est conscient, on est sensibilisé au fait que le sucre est relié à beaucoup de maladies, que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Hein? On essaie de faire des meilleurs choix, de trouver des alternatives. On est un petit peu mélangé, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il y en a qui disent que tout le sucre est fait de façon égale, etc., tu sais. Mais je pense pas qu'on se rend compte à quel point le sucre s'est faufilé dans la grande majorité des aliments et de plus en plus. Je pense pas qu'on se rend compte à quel point c'est addictive. On compare ça souvent même à la cocaïne, à quel point c'est comme une drogue. Plus on en mange, plus on en veut, que c'est difficile de se défaire de cette addiction-là. On se rend pas compte à quel point dans, justement, la plupart des maladies, bien que la plupart des maladies sont multifactorielles, donc sont dues à différents facteurs, le sucre, l'inflammation chronique causée par, entre autres, le sucre, est vraiment, vraiment présent dans ces facteurs-là multifactoriels de la plupart des maladies. C'est comme une espèce de fléau. L'obésité, diabète de type 2, maladies métaboliques, je veux dire, tout ça, c'est en pente croissante, épouvantable, chez nos voisins du Sud aux États-Unis, mais au Canada aussi.
On n'est pas dans les statistiques intenses, mais on les suit de pas loin, puis c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Il y a le tiers de la population qui est obèse maintenant aux États-Unis, de plus en plus jeunes, il y a de plus en plus d'enfants qui font du diabète de type 2, tout ce qui est aussi manque d'attention, TDAH, maladies neurodégénératives, tout ça, ben on mange vraiment pas bien. Il y a d'autres facteurs, hein, le sommeil, bien sûr, le stress, oh my God, absolument que le stress joue un impact là-dessus. Notre activité physique qui est de plus en plus nulle, on est vraiment sédentaire. Aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup sur l'alimentation parce qu'on parle du sucre, donc encore une fois, il y a le dos large, on peut le blâmer sur bien des choses avec raison, avec études à la pluie, sans oublier, encore une fois, les autres sphères de la santé. Mais tu sais, c'est épouvantable à quel point notre consommation de sucre augmente. Parce que, comme j'ai dit, c'est addictif, c'est difficile d'arrêter et ça se faufile partout. Il y a plein d'aliments que vous avez probablement dans votre frigo, dans votre armoire, que vous ne le saviez même pas, mais il y a du sucre ajouté dedans ou des dérivés du sucre. Donc, on va jaser des 8 façons que le sucre nous rend malade. Vous allez voir, ça se répète un peu. C'est surtout en lien avec l'inflammation chronique, avec la présence du sucre dans le sang qui est très élevée. Mais on va aller décortiquer tout ça aussi. Et dans les statistiques qu'on voit, comme je vous disais, hein, le tiers des Américains maintenant sont rendus vraiment obèses. Une des raisons, un des facteurs, puis un truc que je peux déjà vous donner avant même de rentrer dans les différentes maladies, c'est d'éliminer, de réduire, là, mais d'éliminer le plus possible le sucre qui provient de calories liquides. Donc, les jus, je sais que vos enfants y en veulent dans leur lunch, là, mais trouvons des alternatives. Donc, les jus sucrés, les sodas, les boissons gazeuses, certains types d'alcool, de cocktails, même des mocktails qui sont très, très, très sucrés. Des espèces de boissons apparemment pour sportifs ou sportives, genre Gatorade et compagnie, qui sont bourrées de sucre. En plus, c'est en liquide, donc à quel point ça se digère rapide et que le sucre s'en va dans le sang, en fait, et que ça fait un méchant gros pic, une élévation rapide du taux d'insuline, ce qui peut occasionner éventuellement une résistance à l'insuline. On va en parler quand on va parler du diabète. Puis ce qui monte, bien, ça redescend. Donc, quand ça redescend, ce taux de sucre sanguin-là, parce que le pancréas, il essaie de sécréter, puis le glucose, puis blablabla, bien, tout ce qui monte redescend. Quand ça redescend, c'est là qu'on a envie de manger plus de sucre. C'est là qu'on a un autre craving. C'est là qu'on a un down de fatigue. C'est là qu'on frappe un mur. Puis ces up and down là, bien, c'est sûr que ça nous crée un environnement interne à l'intérieur de notre corps qui est propice au développement de plusieurs maladies. Donc, déjà là, un petit truc, une première réflexion, tout ce que vous buvez dans votre journée, allez voir les ingrédients, allez voir le tableau de valeurs nutritives. Assurez-vous qu'il y a le moins de sucre possible dans ce que vous buvez. Super important. Puis après ça, bien sûr, on rentre dans ce qui est aliments solides. Mais comme je disais, qu'est-ce qui est en liquide? My God, que ça amène cette digestion-là super rapide puis cette élévation-là du taux de sucre sanguin qui peut mener à plein de conséquences négatives qu'on va décortiquer. Quand on mange trop de sucre, comme je l'ai dit, c'est relié à peu près toutes les maladies chroniques. Pour comprendre ça, comme je l'ai dit, on va revenir souvent là-dessus, mais on doit absolument parler de la résistance à l'insuline puis de l'inflammation. De comprendre ça, là, ça va vraiment mettre la fondation pour comprendre pourquoi le sucre, c'est aussi nocif. Quand tu manges du sucre, le sucre, comme je l'ai dit, il s'en va dans le sang sous forme de glucose. Hein, je parlais des OSE tantôt, hein, donc glucose. Et donc, on comprend, le plus de sucre que tu manges, le plus de glucose tu as dans ton sang. Quand on a un high blood sugar, donc quand on a un taux de sucre sanguin qui est très élevé, ça peut devenir dangereux parce que ça amène justement de l'inflammation. Et je fais une parenthèse, l'inflammation, là, c'est pas la peste noire, on en a besoin. Un peu comme le stress, le taux de cortisol, c'est un peu le même principe. Si je me coupe, puis que je saigne, puis j'ai une coupure sur mon bras, j'en veux de l'inflammation. Je veux que le sang se pitche là. Parce que ça va amener des nutriments, puis ça va aider au processus de guérison. Donc, on veut que ça l'enfle, on veut que ça devienne rouge, on veut que ça devienne un peu chaud, tu sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop mettre de glace tout le temps parce que ça empêche ce processus-là de guérison de se faire. La glace, ça a sa place, là, mais on veut de l'inflammation. Par contre, on veut que l'inflammation réduise après. On veut retrouver notre état d'équilibre, notre état d'homéostasie.
Le problème, c'est l'inflammation chronique. Un peu comme le stress, je disais, hein? Je veux dire, si tu as un gros stress, par exemple, tu fais un gros workout ou, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui te poursuit dans la rue ou que, peu importe, ben c'est correct, on veut un taux de cortisol, on veut qu'il y ait cette adrénaline-là qui soit sécrétée pour qu'on soit en mouvement, qu'on soit actif. Après ça, par exemple, on veut que le taux de cortisol redescende puis qu'on revienne à notre état d'homéostasie. Le problème, c'est le stress chronique qui amène beaucoup d'effets nocifs sur la santé. Donc, l'inflammation, c'est un peu le même principe. Fait comme je disais, quand ton taux de sucre sanguin est élevé, ton pancréas travaille fort pour relâcher de l'insuline, pour nettoyer un peu le mess que tu viens de faire, d'amener autant de sucre dans ton sucre sanguin, dans ta circulation sanguine. L'insuline, ce qu'elle fait, c'est comme l'espèce de dirigeant, de commander, de capitaine pour ton sucre sanguin. Ça dit au glucose, de sortir du bloodstream, donc en fait de ta circulation sanguine, de soit souvent le foie ou les muscles, parce que quand on va manger des aliments riches en glucose, quand on va manger des glucides, ça va se transformer en glycogène dans les muscles, ça va se transformer en glucose. Quand on mange du sucre, je vous ai dit que c'est une combinaison de différents sucres incluant le glucose. Donc, quand on mange beaucoup de ça, bien, ça va se storer, ça va s'emmagasiner, entre autres, dans les muscles et dans ton foie. Et là, comme je disais, l'insuline, une fois qu'elle est sécrétée par le pancréas, elle va dire au glucose, « OK, let's go, come out, viens-t'en, on a besoin de toi. » On veut utiliser nos réserves. On veut utiliser les réserves de glycogène, on veut utiliser les réserves de glucose. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on a beaucoup d'insuline dans notre sang, on est forcé à storer, à emmagasiner l'excès de glucose ou de sucre dans le sang sous forme de gras. Fait qu'il y a comme deux choses qui se passent. Souvent parce qu'on mange trop point, là. Peu importe quel macronutriments, protéines, lipides, glucides. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de manger trop de glucides dans la vie, là. On comprend pourquoi, ça goûte bon, puis il y en a partout, puis c'est facile, puis comme ça n'amène pas le sentiment de satiété, comme les fibres, par exemple. C'est sûr que les fibres, c'est partie de glucides, mais on a compris la nuance au début. Ou comme les protéines, bien, c'est vraiment facile de manger une barre de chocolat au complet. C'est facile de manger un muffin à 500 calories puis pas avoir l'impression d'avoir mangé puis d'avoir faim dans une demi-heure. C'est facile de se faire un gros bol de yogourt, de gruyot avec du miel, du sirop d'érable, des fruits, du granola, etc. Donc, c'est assez facile, je pense qu'on le vit, puis on le comprend, de manger trop de glucides dans la vie, tu sais. Et donc, pour revenir à qu'est-ce qui est emmagasiné, mais comme on en a toujours, puis qu'on mange souvent, puis qu'on est dans une société en plus qui prend plein de collations, puis qui grignote tout le temps, bien, on finit jamais par épuiser nos réserves au complet. Donc, on se rend jamais à ce qui est déjà emmagasiné dans notre gras, dans nos cellules, dans nos triglycérides. Et donc, le gras reste là. Et en plus, comme je disais, bien, parce qu'il y a beaucoup d'insuline qui est dans le corps en circulation à cause de l'action du pancréas, parce qu'on vient de manger bien sucré, bien, ça amène encore plus de storage. Fait que c'est là qu'on prend, entre autres, du gras. Fait que tout ce processus-là, surtout si en plus on mange du sucre toute seule, pas équilibré avec d'autres macronutriments comme des gras ou des protéines, qu'on en mange beaucoup trop dans notre journée, qu'on en boit en liquide, bien, on comprend facilement comment on a l'insuline dans le tapis tout le temps. Ça nous amène une résistance éventuellement à l'insuline qui peut créer du diabète de type 2. Ça fait en sorte que notre environnement interne, c'est comme un terrain de jeu pour stocker du gras parce qu'on n'utilise pas assez notre glucose, nos réserves. On se rend jamais à ce qui est en surplus et on ne fait qu'accumuler. Et ça crée de la résistance à l'insuline. Nous, on veut être sensible à l'insuline, dans le sens que quand on mange quelque chose de sucré qui fait monter notre insuline, bien, on veut que ça soit fatigant rapidement. On veut être sensible à ça pour que dans notre corps, il y a des processus qui se mettent en marche rapidement pour être capable de gérer cette insuline-là et de la faire redescendre, encore une fois, à l'homéostasie, à l'équilibre. Mais on s'entend qu'on finit par s'habituer, Ça, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Donc, quand ton environnement interne est toujours avec l'insuline dans le tapis, toujours avec un taux de sucre sanguin élevé, bien, on devient, comme je disais, résistant. Fait que les processus qui sont supposés nous aider à ramener ça plus bas,
sont ralentis, sont sont altérés, sont moins optimales. Puis là, ben, ça résiste. Et là, on se met à continuer à manger, plutôt. On ne fait pas vraiment de changement. Et donc, cette résistance-là fait en sorte qu'on n'arrive plus à gérer. On est comme en overdrive, en surentraînement, en burn-out. Il y en a trop. Et donc, on développe, entre autres, du diabète de type 2. C'est vraiment le hallmark, là, genre la fondation du diabète de type 2 et de d'autres conditions. Parce que quand on a du diabète de type 2, on est plus à risque de développer d'autres conditions métaboliques aussi. Donc ça, c'est vraiment en lien avec la résistance à l'insuline que le sucre peut causer. Je reviens à l'inflammation. Le sucre va vraiment driver l'inflammation. Quand on a de l'inflammation, comme je disais, c'est comme une espèce de réponse immunitaire pour aller s'assurer que s'il y a quelque chose dans le corps, une coupure, comme l'exemple que j'ai donné, ben nous, on veut avoir une absence de maladie, une absence de corps étranger. On veut que le corps soit bien, soit en santé. Donc, quand on envoie de l'inflammation par le système immunitaire, entre autres, ben c'est pour justement aider ça. On en a besoin, c'est chill. Par contre, c'est quand ça devient chronique. Et le sucre peut faire en sorte qu'on ait de l'inflammation chronique à l'intérieur de nous. Il y a littéralement une corrélation qui est là, qui est spécifique. Il y a une espèce de particule ou une protéine qu'on appelle la CRP, donc la C-reactive protein, donc la protéine réactive C, j'imagine en français. J'ai des notes ici, parce que comme je suis en mode masterclass aujourd'hui, je voulais pas m'en aller dans 50 000 directions de faire un podcast de 3 heures. Donc, j'avais mis ça sur mes notes. Je trouvais ça super intéressant, tu sais. Et ça peut montrer le niveau d'inflammation. Moi, je sais que j'ai certaines clientes qui ont fait des prises de sang ou des tests avec leur médecin qui leur montrait, entre autres, que leur inflammation intérieure était élevée, était chronique. Fait que ça, c'en est une protéine qui peut indiquer ça sur différents tests. Fait que comment la consommation de sucre peut contribuer à l'inflammation? Ben, il y a différents facteurs. Premièrement, comme j'ai déjà expliqué, le sucre cause un excès de storage de gras qui est relié directement à l'inflammation. Plus tu as du gras sur ton corps, mais plus tu as de l'inflammation. Le sucre aussi, je l'ai déjà mentionné, va augmenter les niveaux de sucre sanguin. On appelle ça de l'hyperglycémie. Donc, hyperglycémie, il y a aussi de l'hypoglycémie. Par exemple, des gens qui font une chute de sucre, puis là, il faut qu'ils prennent justement un jus d'orange rapidement ou quelque chose de sucré super rapide pour refaire monter leur glycémie. Mais souvent, on a des gens qui sont vraiment en hyperglycémie parce que, justement, là, il y a trop de glycémie dans le sang. Et l'hyperglycémie, ben, c'est littéralement un état inflammatoire. Ensuite, le sucre va venir nourrir les bactéries dans notre gut, dans notre système digestif, qui sont les bactéries pathogènes. Donc, ils vont amener des pathogènes, des mauvaises bactéries. En tant qu'humain, on est littéralement des milliards de bactéries ambulantes, là. On a des bonnes bactéries et des moins bonnes bactéries. Évidemment, on veut avoir le plus de bonnes bactéries possible dans notre gut. Manger une alimentation super variée, peut-être intégrer des des probiotiques, ça peut aider. Manger une alimentation d'excellente qualité, c'est sûr que ça va nous aider à nourrir les bonnes bactéries puis à avoir une meilleure proportion de bonnes bactéries versus moins bonnes bactéries. Le sucre, par contre, va venir nourrir les moins bonnes bactéries, ce qui peut amener une perméabilité au niveau des intestins, au niveau du gut. On va en parler dans les 8 raisons, les 8 maladies, en fait, qui peuvent être là quand on va parler du leaky gut, là, de vraiment cette condition-là que plusieurs d'entre nous, on a de plus en plus. Donc ça, c'est sûr que ça cause de l'inflammation. Et finalement, une autre raison pourquoi le sucre cause autant d'inflammation chronique, c'est que quand on a un taux d'insuline qui est élevé, quand on a beaucoup de sucre dans le sang, ça fait réduire la production de kétones. Je ne sais jamais comment prononcer ce mot-là comme il faut en français. Pensez à la diète keto, cétogène, on est dans cette vibe-là, OK? Donc, les kétones, quand on en a dans le sang, quand on en a dans le corps, eux, ils ont un effet anti-inflammatoire. Les kétones peuvent être dans le sang quand on a une alimentation qui est justement réduite en sucre et même en glucides. Puis ça, c'est tout l'aspect thérapeutique derrière la diète keto, là. Je veux dire, la diète keto, c'est un autre sujet. Ça a ses pour, ça a ses contre. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le temps. Il y a différentes façons de faire keto. Mais quand on la fait comme il faut, de façon thérapeutique, ça peut amener des excellents résultats, entre autres à cause de cet aspect-là.
c'est que comme les mauvaises bactéries, ils n'ont pas de nourriture parce qu'on leur donne pas de sucre, on leur donne pas de glucides, puis qu'en plus, le fait qu'on n'ait pas d'insuline dans le sang, puis qu'on n'ait pas de sucre dans le sang, bien, il peut y avoir plus de kétones. Les kétones, comme je disais, ont un aspect anti-inflammatoire. Fait que bref, manger du sucre, ça fait monter ton inflammation, puis ton inflammation, ben, c'est ce qui amène les maladies chroniques que là, on va décortiquer. Vous allez voir qu'on va revenir souvent à ça. Fait que j'espère que c'était clair. Bien sûr, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Moi, je suis pas une experte dans tout ce qui est maladie. Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas docteur en médecine fonctionnelle. Par contre, je voulais vraiment prendre le temps justement de vulgariser ça pour qu'on puisse comprendre. Encore une fois, on le sait que le sucre, c'est pas bon pour nous, mais là, je veux qu'on comprenne pourquoi c'est pas bon pour nous. Puis je répète, les deux facteurs principaux, c'est ça. C'est l'insulence. La résistance à l'insuline, je voulais dire les deux en même temps, je fais ça souvent, vous savez. La résistance à l'insuline et l'inflammation chronique. Ce qui fait en sorte qu'à l'intérieur, j'appelle ça l'environnement interne, bien, ça devient un beau terrain de jeu pour plein de maladies. Donc, regardons maintenant 8 spécifiques défis, challenges, issues, maladies qui sont reliées à l'excès, à une surconsommation de sucre. Puis après ces 8-là, on va jaser ensemble de la règle du 80-20, puis de pas tomber en privation, restriction, etc. Là. Mais pour l'instant, regardons ces 8 choses-là. Donc, premièrement, l'obésité. Je l'ai déjà expliqué, hein, c'est clair. Comme je l'ai dit, il y a plus de 30% des Américains qui sont maintenant obèses. Il y en a des hundreds of thousands, là, des centaines de milliers qui meurent littéralement à chaque année à cause des maladies qui sont reliées à l'obésité, comme le diabète, comme les maladies cardiaques, comme le cancer, comme les maladies neurodégénératives. Donc, c'est un facteur de risque énorme. Puis là, tu vas me dire, mais Claudia, c'est quoi obèse? C'est quoi en surpoids, en surpoids, en embonpoint, etc.? C'est pas super clair dans le sens que la plupart des données, ils vont utiliser par exemple l'IMC, hein, l'indice de masse corporelle, qui a vraiment ses limites. Moi, c'est pas une mesure que j'aime. Dès que tu es un petit peu athlétique, que tu as un petit peu de masse musculaire, que tu es un petit peu plus grand, tu sais, comme tu tombes dans la catégorie de surpoids, obésité, puis je veux dire, ouais, ça a vraiment ses limites, là, cette mesure-là. Donc, je pense qu'ils utilisent encore cette mesure-là. Puis si c'est un IMC, mettons, de plus de 30, ben ça veut dire que tu es dans la catégorie obèse, bref. Mais tu sais, on le sait, on le voit, hein? Je pense qu'on normalise beaucoup le surpoids parce qu'il y a de plus en plus de gens en surpoids. On parle pas là, de si t'es pas genre lean, mean machine, 10% de body fat, de pourcentage de gras. Non, tu sais, comme c'est surtout, je veux dire, c'est comme du common sense, en fait. Au-delà d'avoir un chiffre précis, parce que vous savez aussi ma relation puis mon explication du chiffre sur la balance, ben c'est ça. Je pense qu'on est capable de comprendre, de voir, de visualiser et même de ressentir dans son propre corps qu'est-ce qui compterait dans la catégorie obèse. Encore une fois, il y a des chiffres qui sont là, qui ont leurs limites, mais je pense qu'avec du common sense, on est capable de le visualiser. Donc, c'est sûr que le sucre a un gros... Ouais, il y a le dos large. On peut le blâmer beaucoup pour cette épidémie d'obésité. Comme je disais, il y a d'autres facteurs, hein, le stress dans le tapis, la mauvaise qualité du sommeil, puis bien sûr l'inactivité physique, pardon. Mais ce qui arrive, c'est que, encore une fois, un peu de common sense, là, le sucre va faire en sorte que tu vas augmenter tes calories au quotidien. Je vous ai donné quelques exemples. C'est vraiment facile de booster tes calories, de overmanger quand tu manges très élevé en sucre. Pourquoi? Bien parce que, 1, ça n'amène pas le sentiment de satiété. Tu as toujours l'impression d'avoir faim. 2, c'est super bon au goût. On va se le dire, là, ça goûte délicieux, le sucre. Donc, on en veut. 3, bien, il y a cette composante-là d'addiction. Ça l'amène un petit hit de dopamine. Puis on est comme, ah, c'est bon, je me sens mieux, j'en veux plus. En plus, manger du sucre, manger des glucides, ça nous permet de sécréter de la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur qui nous fait sentir bien. Fait que, tu sais, c'est comme facile d'en manger beaucoup. Des aliments riches en sucre sont souvent riches en calories aussi. Je vous parlais d'un muffin qui peut avoir facilement 400-500 calories. Du jus, hein, des calories liquides. C'est facile de boire 100, 200, 300 calories de coke, de jus par jour et même plus. Donc, bref, tout ça pour dire que ça s'accumule vraiment beaucoup. Puis plus on mange, surtout si on a d'autres facteurs, genre inactivité physique, stress, sommeil, etc., bien, c'est sûr que, tu sais, ça va être difficile de garder un poids qui est sain.
j'aime pas vraiment le poids santé, là, mais mettons une composition corporelle qui est saine. Et on a déjà parlé, le sucre, ça amène une résistance à l'insuline et je l'ai déjà dit, la résistance à l'insuline va activer l'espèce de mode de « je vais storer du gras ». Donc, très difficile de perdre du gras si tu es dans ce mode-là. Donc, bien sûr, ça fait une recette pour l'obésité. Deuxième chose, c'est le diabète de type 2. Je veux dire, il n'y a pas de surprise ici. Là, on en a jasé, entre autres, avec la résistance à l'insuline. Donc, c'est très, très, très relié à ce désordre métabolique-là, j'ai envie de dire, qui est vraiment défini par un haut taux de sucre sanguin, un haut taux d'insuline, même une pression artérielle qui est haute et, bien sûr, si tu as de l'obésité ou un excès de masse grasse. Donc, les deux vont vraiment ensemble. Fait que c'est super important parce que, encore une fois, les statistiques des gens qui ont de l'obésité et même des enfants maintenant qui ont l'obésité, qui ont le diabète. Je vais recommencer ma phrase. Les statistiques des gens qui ont du diabète de type 2 et même les enfants qui ont du diabète de type 2, ça fait juste augmenter, entre autres, grâce à cette consommation-là exagérée de sucre. Numéro 3, on va dans tout ce qui est maladie cardiaque. Donc, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, l'insuline, la résistance à l'insuline, l'obésité, l'inflammation, le diabète, quand tu as ça, c'est tous des facteurs de risque pour des maladies cardiaques. Donc, tu as plus de risques d'avoir une maladie cardiaque quand tu as obésité, diabète de type 2, inflammation chronique et résistance à l'insuline. Quand on parle de maladie cardiaque, on parle de, par exemple, tout ce qui est au niveau des artères qui sont bloquées, des gens qui font littéralement des crises de cœur, des gens qui font qui ont des problèmes variés. Encore une fois, je ne suis pas chirurgienne, je ne suis pas cardiologue, là, mais maladie cardiaque, il y en a plusieurs. Et en ce moment, à une échelle mondiale, les maladies cardiaques, c'est la cause numéro 1 de décès. C'est pas rien, là. C'est vraiment pas rien. Fait qu'il faut prendre soin de notre petit cœur. Puis avant de dire « Ah, c'est le cholestérol qui va bloquer mes artères », regardez votre sucre. Regardez votre consommation de sucre. OK? Super important. C'est sûr que, bien sûr, le mauvais gras ou le gras en excès aide pas. Mais là, on vient de comprendre qu'à ta minute, quand je mange beaucoup de sucre, ça met mon environnement interne dans une position que je vais storer plus de gras puis de triglycérides. Triglycérides, qui est le gras dans les cellules. Fait que ça va vraiment ensemble, c'est vraiment interrelié. Numéro 4, tout ce qui est déclin au niveau cognitif. Donc, il y a beaucoup de sciences qui montrent qu'il y a vraiment un lien entre les diètes, les alimentations élevées en sucre et quand on commence à perdre des trucs, des fonctions, des habiletés au niveau cognitif. On va souvent blâmer ça sur l'âge. On va dire « Ah, je m'en viens vieille, c'est pour ça que je perds la mémoire. Ah, je m'en viens vieux, c'est pour ça que je suis moins sharp dans ma prise de décision, dans mes calculs mathématiques mentales. » Tu sais? OK, mais encore une fois, on est dans une société qui normalise énormément de symptômes parce que c'est commun, mais ça veut pas dire que c'est ce qui est supposé être puis que c'est optimal. Puis même que quand on regarde au niveau des données, au niveau de la population, on trouve de plus en plus de maladies cognitives qui, avant, étaient simplement reliées à l'âge. On parle de, par exemple, démence, Alzheimer, problèmes de mémoire, etc. Et là, on les voit de plus en plus jeunes parce qu'ils sont reliés à une diète qui est haute en sucre. C'est fou, là. Donc, il faut vraiment, vraiment, encore une fois, garder ça en tête, que oui, c'est clair, je pense qu'on le sait tout, inflammation, diabète de type 2, etc., mais ça peut vraiment venir jouer négativement au niveau de tout ce qui est cerveau cognitif aussi. Fait que nos fonctions au niveau cérébral, on s'entend, là, le cerveau, c'est tellement un organe qui est fascinant, il se passe tellement de choses là-dedans à chaque seconde de notre vie. Donc, si ça, c'est affecté négativement à cause de notre impact de manger trop de sucre, il y a tellement d'affaires au quotidien qui vont être affectées. Aussi simple que, comme je disais, troubles de mémoire, difficultés de concentration, éventuellement des problèmes plus importants, tu sais. Fait qu'il faut faire attention. Il y a aussi l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est surtout, il y a des fonctions, là, mais qui est surtout inclus dans tout ce qui est le processus de la mémoire.
il y a des études qui démontrent l'impact direct d'une consommation de sucre élevée sur l'hippocampe. Puis je reviens à l'inflammation. On le sait, hein, on a notre deuxième cerveau qui est dans notre gut, qui est dans notre système digestif. On a le nerf vague qui se promène, entre autres, du cerveau jusqu'au gut et même plus bas. Donc, il y a tellement d'activités neurales, d'influx nerveux, de messages qui s'en vont sur cette autoroute-là du haut en bas. Donc, s'il y a énormément d'inflammation dans ton système digestif parce que tu manges beaucoup de sucre, bien, c'est sûr que ça va amener de l'inflammation dans ton cerveau. Le cerveau se nourrit aussi beaucoup de glucose, justement. Donc, si tu as des fonctions cognitives qui sont réduites, que tu as moins besoin de glucose, d'énergie pour fonctionner parce qu'elles sont réduites, on tombe dans un méchant cercle vicieux, là. Parce que tu as plus de sucre dans ton corps, tu as plus d'inflammation, tu as moins besoin de glucose parce que tes fonctions cognitives descendent. Fait que c'est comme en excès et ça crée, encore une fois, des effets négatifs. Numéro 5, cancer. Tu sais, je vous disais, le sucre, c'est comme la nourriture préf des mauvaises bactéries dans le gut. Hein? C'est un petit peu la même chose pour les cellules cancéreuses. Donc, les cellules cancéreuses adorent métaboliser, utiliser le glucose pour de l'énergie. Ça revient à ce que je disais par rapport à la diète keto. Les diètes qui sont très, très faibles en sucre et même en glucides, si on prend le macronutriment au complet, encore une fois, d'un point de vue thérapeutique, ça peut être très bénéfique pour des gens qui ont le cancer, entre autres à cause de ça. Parce que là, ces cellules cancéreuses-là sont comme « Hey, j'ai plus de bouffe, moi je veux me nourrir de sucre. » Et là, tu m'en donnes pas. Alors, tranquillement, comme n'importe quoi qu'on nourrit pas, on perd de l'énergie, on perd de la vitalité, on va moins, par exemple, grossir, on va moins se multiplier. Et donc, ça va nous aider. On s'entend, là, le cancer, c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Il y en a de plus en plus. On dirait qu'il y a de plus en plus de différents types de cancers. Donc, c'est complexe. Je suis pas en train de dire que si tu coupes ton sucre, tu vas renverser ton cancer stade 4. On se comprend. C'est multifactoriel, encore une fois. Par contre, tu mets vraiment plus de chances de ton côté de pas nourrir tes cellules cancéreuses ou précancéreuses en t'assurant de réduire ta consommation de sucre. Entre autres, le fructose, hein, puis encore une fois, on laisse les fruits de côté. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, high fructose corn syrup, c'est particulièrement mauvais pour les cellules cancéreuses. Donc, faites vraiment attention à votre consommation. Regardez vos étiquettes, lisez vos ingrédients si vous avez des cellules cancéreuses ou que vous avez le cancer. Ou que vous voulez prévenir le cancer, hein? Parce que, je veux dire, je pense que c'est 1 personne sur 4 maintenant en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est la stat exacte, là, mais ça monte en flèche, malheureusement. Numéro 6, on retourne à notre fameux intestin. Donc, les diètes qui sont hautes en sucre, non seulement vont venir nourrir les champignons qu'on peut avoir à l'intérieur, les parasites, les mauvaises bactéries. Et ça, mais ce que ça fait, c'est que ça crée des conditions vraiment fragilisées de notre barrière au niveau des intestins. Puis c'est ça qu'on appelle le leaky gut en anglais. Donc, une perméabilité au niveau de ta flore... une perméabilité au niveau de ton mur intestinal. Puis bien sûr, ça n'aide pas ta flore intestinale, donc la qualité de ce qui se passe dans tes intestins. Puis c'est tellement, tellement, tellement important. Parce que pense à, mettons, si tu avais un imperméable pour aller dehors quand il pleut, genre, hein, c'est souvent pour ça un imperméable, et que ton imperméable, n'était pas perméable. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va passer à travers, tu vas te ramasser tout mouillé. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de tes intestins. Si, parce que tu as de l'inflammation, parce que tu manges beaucoup de sucre, le gluten aussi, hein, faut l'accepter, guys, faut se rendre à l'évidence, là. Le gluten, je veux dire, on peut plus le nier, là. Ça crée de la perméabilité au niveau de ta paroi intestinale. Donc, un peu comme notre imperméable dehors sous la pluie, ça va passer à travers. Fait qu'il y a des particules de nourriture, si vous prenez des médicaments, des suppléments, donc tout ce que vous allez ingérer, il y a des particules de tout ça qui sont supposées continuer leur chemin à travers le long chemin des intestins pour éventuellement être absorbées puis aller faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le corps, éventuellement être éliminées dans la toilette. Mais il y a des particules qu'ils vont passer à travers au lieu de continuer le chemin. Et là, le système immunitaire va tomber en mode « OK, qu'est-ce que c'est ça? Je dois attaquer cette particule-là parce qu'elle n'est pas supposée avoir passé à travers. Elle se ramasse à quelque part dans le corps qu'elle n'est pas supposée être. Donc, système immunitaire est on. J'envoie de l'inflammation là.
parce que je veux réparer ça, je veux gérer ça, c'est pas supposé être là. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça crée encore plus de dommages, ça crée encore plus d'inflammation et le cercle vicieux continue. La bonne nouvelle, c'est que si vous réduisez de beaucoup vos aliments inflammatoires et que vous réduisez bien sûr votre sucre, bien cette perméabilité-là, il y a même des protocoles qu'on peut faire en naturopathie, entre autres, en nutrition holistique, avec des suppléments. Entre autres, moi, j'adore la glutamine. Je sais que souvent, la glutamine, c'est vendu pour récupérer après les workouts, là. Puis bon, ça l'aide avec ça. Mais faire des protocoles, des fois, avec la glutamine, avec la berberine, avec différentes choses, ça peut venir aider à sealer, là, à vraiment re-rendre perméable ou plutôt imperméable, les parois, puis à même aider la flore intestinale. Et bien sûr, une alimentation qui est saine, qui est remplie de couleurs, de variétés, tout ça. Donc, on peut aider ça, on peut renverser ça, mais ça prend du temps, ça prend différents protocoles, surtout si c'est beaucoup magané parce que vous avez mangé beaucoup d'aliments inflammatoires dans votre vie. Et les aliments inflammatoires, bien, il y en a des communs. On parle du sucre, bien sûr. Encore une fois, je répète, du sucre ajouté, transformé, etc. Des aliments qui sont transformés, du fast-food, des aliments qui restent sur les étagères pendant des années, des aliments avec beaucoup d'agents de conservation, des aliments avec des ingrédients artificiels, chimiques, gluten, je l'ai nommé, alcool. Et le reste, bien, il y en a des communs et ça dépend des gens. Donc, pour beaucoup de gens, les produits laitiers vont être inflammatoires. Il y en a que c'est les œufs, il y en a que c'est le café, il y en a que ça peut être tout ce qui est légumineuse, pois chiches, tout ce qui contient de la lectine. Il y en a que ça va être, par exemple, des arachides. Donc, ça peut devenir du cas par cas, mais il y en a des communs, soya, maïs. Il y en a quand même beaucoup que, pour beaucoup de gens, ça peut causer de l'inflammation. Mais au minimum, tu sais, aliments transformés, alcool, sucre, je pense qu'on ne se trompe pas pour aider la santé de notre gut. Numéro 7, une partie du corps qu'on oublie souvent, mais les caries dentaires. Puis j'ai écouté 2 podcasts l'année passée sur tout ce qui est dentiste holistique. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que c'est vrai, souvent on oublie, en tout cas moi personnellement j'oublie là, que la santé de mes dents, puis de ma santé buccale, puis mon hygiène buccale, bien ça a littéralement un gros impact sur ma santé globale, tu sais. Il y avait une fille qui parlait d'une étude de cas où est-ce que, je pense qu'elle s'était fait mettre un plombage, puis bon, le métal qui avait été utilisé avait causé une grosse réaction inflammatoire dans son corps, puis ça avait affecté toutes sortes de choses, même au niveau cognitif, justement, puis dans son gut, tu sais. Puis la dentiste qui était là, qui parlait sur le podcast, ben c'est ça, on dirait qu'on oublie, elle racontait que c'est ça, on dirait qu'on oublie parce que c'est tellement petit. T'sais, on se dit, c'est dur de s'imaginer qu'une petite dent qui fait quelques centimètres par quelques centimètres dans notre bouche pourrait occasionner autant d'effets négatifs sur la santé. Et pourtant, tu sais, ce qui se passe dans notre bouche, bien, c'est sûr que ça rentre dans notre bloodstream. C'est sûr que c'est là. Les premières étapes de digestion se font là, tu sais. Donc, il ne faut pas oublier aussi la santé au niveau de la bouche. Il faudrait que je trouve un expert là-dedans. Si vous connaissez quelqu'un que je peux inviter sur le podcast pour parler de ça, let me know. Je trouverais ça vraiment pertinent parce que c'est pas quelque chose qu'on a parlé à date sur le podcast. Bref, numéro 7, on se les fait dire quand on est enfant, peut-être que vous le dites à vos enfants aussi, peut-être que les dentistes le disent encore, bien, le sucre, c'est vraiment mauvais pour les dents. Ça va causer des caries. Ça nourrit justement les bactéries dans la bouche, ce qui amène vraiment les dents à, ben c'est ça, avoir des caries, être plus faible, à se décapiter. C'est pas le bon mot, là, mais bref, vous comprenez. Donc, c'est sûr que les enfants, entre autres, qui mangent beaucoup de sucre, qui boivent beaucoup de jus, puis même dans le lait, il y a tellement de sucre dans le lait, il faut faire attention à des ingrédients puis à des aliments qu'on se fait dire que c'est donc bien important dans la vie puis c'est donc bien sain. Ouais, il faut faire attention à ça. Bien, on le voit souvent, les enfants qui ont, c'est ça, beaucoup de caries très jeunes, c'est très, très souvent relié à cette consommation-là trop élevée de sucre. Et finalement, numéro 8, des maladies au niveau des reins. Les reins, on en parle ça aussi beaucoup moins, je trouve. On parle beaucoup du cœur, on parle beaucoup du foie. Moi, j'adore le foie comme organe. On parle du cerveau, on parle du gut. C'est rare qu'on parle des reins, je trouve en tout cas. Mais ils sont là, sont importants, vraiment. Puis, ils ont plusieurs fonctions, comme tous nos organes, bien sûr. Filtrer, entre autres, certaines choses. Au niveau, par exemple, des protéines, souvent on va dire « Ah, ben si je mange trop de protéines, ça va surtaxer mes reins. » Faut que tu en manges en titi des protéines puis que tu aies d'autres facteurs pour faire en sorte que, tu sais, c'est assez difficile, bref. Des fois, on dit, si je bois trop d'eau aussi, ça va amener différentes problématiques, au niveau de mes reins. Encore une fois, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ça prend des quantités vraiment, vraiment élevées.
Je dis pas que c'est jamais arrivé, hein, mais c'est vraiment plus l'exception que la règle. Donc, effectivement, au niveau des reins, il y a un impact quand on mange trop de sucre. Ils ont même fait une étude, j'avais lu là-dessus, où est-ce que les participants buvaient 2 litres de Coke après avoir perdu beaucoup d'eau, en fait, parce qu'ils faisaient de l'exercice pendant des nombreuses heures, en fait, à la chaleur. Fait que, ils avaient sué beaucoup, puis ils avaient besoin de cette hydratation-là. Puis dans l'étude, c'est un peu cruel, là, mais ils les ont fait réhydrater avec du Coke à la place, donc quelque chose de super sucré. Puis après ça, ils ont regardé les résultats, puis c'est comme si les participants y avaient eu des blessures, des lésions même, ou des problématiques au niveau de leurs reins, d'avoir dû filtrer ça, puis absorber ça, puis gérer ça, autant de sucre, surtout dans un état où est-ce que, t'es déshydraté, tu sais. Fait que bref, il y a quand même des gens qui ont des difficultés, qui ont des reins qui fonctionnent peut-être pas à 100%, qui peuvent avoir des diseases, des maladies chroniques au niveau des reins. C'est sûr que de manger beaucoup de sucre, ça l'aide pas. Donc, voilà 8 façons où est-ce qu'on peut développer, être plus à risque d'avoir ces 8 problématiques-là, ces 8 maladies-là, qui, bien sûr, nous amènent pas une qualité de vie géniale et qui, bien sûr, nous mettent plus à risque de développer d'autres maladies et qui, bien sûr, peut littéralement amener la mort. Fait que, tu sais, c'est pas tant nice. Fait que là, on fait quoi avec ça? On veut essayer, tranquillement, sans pression, sans tomber en mode privation, restriction, d'aller trouver des alternatives au sucre. Vous connaissez peut-être mon approche. Si vous êtes nouvelle sur le podcast, peut-être pas. Si ça fait longtemps que vous m'écoutez, que vous êtes coaché par moi, etc., vous le savez. Moi, je préfère de loin rajouter des bonnes choses dans notre vie, dans notre alimentation, dans nos habitudes de vie, que de tomber en mode restriction et privation. Surtout si on a un pattern ou un passé de troubles alimentaires, d'être dans des tout ou rien, d'être dans des mindsets de noir ou blanc, d'avoir fait des diètes restrictives. On veut surtout pas redéclencher une moins bonne approche, une mauvaise relation avec notre alimentation en se disant « Holy shit, j'ai écouté le podcast à Claudia, je ne veux plus jamais manger de sucre de ma vie, donc je tombe en mode restriction-privation pour le reste de mes jours. » Il faut vraiment faire attention à cette approche-là. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'être en mode progression et alternative de sucre. Fait que, mettons, ton ketchup, quand tu finis ta bouteille là, cette semaine ou dans un mois, puis toi, tu achètes un ketchup que tu regardes, ouf, ouais, il y a bien du sucre dedans. Bien, ta prochaine bouteille de ketchup, peux-tu aller chercher une alternative qui a moins de sucre dedans? Quelque chose de bio, quelque chose qui est différent. Ou au lieu d'acheter du ketchup, peut-être que tu fais ta propre sauce maison éventuellement ou que tu prends de la moutarde à la place. Donc, peux-tu faire un petit changement à ce niveau-là? Si tu adores les biscuits ou les muffins commerciales, puis qui ont, c'est ça, 300-400 calories, un genre de 60 grammes de glucides de sucre dedans, bien peut-être que la prochaine fois, tu vas chercher un muffin qui est fait avec des graines, avec de la protéine dedans, avec une farine qui n'est pas genre blanchie, enrichie, avec des grains entiers, tu sais. Puis peut-être qu'après ça, une alternative, c'est de faire toi-même tes desserts, tes muffins, tes biscuits. Au lieu d'avoir un sac de sucre blanc à la maison, peut-être que tu achètes un sac de cassonade. Puis après ça, peut-être que tu achètes du fruit de moine, du frank. Je fais des fruits puis monk en même temps. Aïe, 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 je me fais rire. Du monk fruit, qui est une alternative au sucre, hein, qui est très naturelle, qui est bonne. Peut-être que tu sucres tes choses avec du sirop d'érable au lieu du sucre blanc en poudre, en grains. Peut-être que tu sucres tes choses avec du miel, avec du jus d'agave, avec de la cannelle, avec autre chose. Donc, où est-ce que tu peux aller trouver ces alternatives-là? Parce que ça ne veut pas dire que tu manges plus de sucre ajouté, transformé, que ton alimentation ne peut pas goûter sweet. Hein? Ça goûte bon du sucre. On le sait. On ne veut pas être en mode restriction, on veut être en mode meilleur choix. C'est quoi la meilleure alternative selon où est-ce que je suis en ce moment? Commencer à regarder les étiquettes, oui, la valeur nutritive, mais aussi les ingrédients. Aller repérer s'il y a des trucs qui finissent par OSE. Aller voir le sucre, il est à quel niveau dans ta liste d'épicerie? C'est-tu le premier ingrédient ou c'est le dernier? Est-ce que c'est du sucre de canne qui est déjà un peu plus naturel, moins transformé? Est-ce que c'est du sucre qui vient justement de sirop d'érable, miel, etc.? Est-ce qu'on peut aller chercher, par exemple, du stevia? Hein, du stevia qui est un dérivé d'une plante, qui a 0 calories.
Parenthèse, astérix. Je parlais de boissons gazeuses. Souvent, les gens ils vont switcher pour du Coke zéro, du 7-Up zéro. Hein, des boissons gazeuses qui, à première vue, il y a zéro sucre dedans. Il y a même des boissons d'eau gazéifiée, là, sparkling water, qui sont sorties récemment ou pas récemment, qui ont des saveurs dedans. Puis là, tu regardes ça, tu fais comment? C'est cool, il y a 0 g de sucre, tu sais. Faites attention, il y en a qui ont du sucre dedans, même si c'est de l'eau gazéifiée. Et là, tu te dis, parfait, c'est un bon choix. C'est un meilleur choix. Par contre, il faut faire attention parce que, bien sûr, pour quand même donner le goût sucré qui va faire en sorte que le consommateur va les acheter, il faut mettre des ingrédients dedans pour que ça soit bon, right? Et ces ingrédients-là, ça peut être de l'acésulfame de potassium, ça peut être des édulcorants, ça peut être de l'aspartame, ça peut être du sucralose. Et même s'ils n'ont pas de calories, qu'ils n'ont pas de sucre, c'est un débat dans la littérature. Il y a des études qui disent que oui, il y a des études qui disent que non. Par contre, on tend à démontrer que ça envoie quand même le signal au cerveau, comme quoi on avait ingéré du sucre. Et donc, il y aurait quand même une influence sur le taux de sucre sanguin, peut-être moins que de boire 30 grammes de sucre dans un Coke. J'ai aucune idée il y a combien de sucre dans un Coke, mais en tout cas, bref. De boire bien du Coke puis bien du sucre. Donc, peut-être moins, mais il y aurait quand même une influence sur l'insuline. Et cette sensation-là que, je mange du sucre ou je bois du sucre en ce moment, alors j'en veux plus après, dans quelques heures ou dans quelques minutes même. Donc, encore une fois, il y a la science, la littérature qui est un peu des deux côtés du clan, mais faites juste attention. Si vous buvez du Coke zéro ou ce genre de jus-là ou de boissons gazeuses ou de boissons gazéifiées, vous êtes comment? Comment ça, j'ai encore des cravings de sucre même s'il y a 0 sucre dans mon breuvage? Puis j'ai toujours envie, de manger du sucre, puis que, peut-être faire attention à ça, puis d'y aller avec, comme je disais, par exemple, du stevia, qui peut être un meilleur sweetener qui n'a pas vraiment nécessairement cet effet-là. J'ai parlé de cannelle tantôt. La cannelle, ça goûte un petit peu sucré. En plus, ça peut aider à justement stabiliser le taux de sucre sanguin. C'est excellent pour les cravings. Mesdames, avant vos règles, là, des bâtonnets de cannelle dans de l'eau chaude puis prendre ça en tisane, là, c'est super efficace. Donc, allez chercher ça. Du cacao, si on a envie d'un petit sucré plus chocolaté. Du chocolat noir qui a du cacao à haute ou qui a plutôt un pourcentage de cacao qui est élevé. Dans vos recettes, au lieu de mettre justement de la farine ou du sucre, allez chercher, par exemple, du sucre de coconut. Allez chercher une poudre de protéines à la saveur de vanille au chocolat. Donc, ça va goûter quelque chose de bon sans avoir du sucre dedans. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le sucre. Et encore une fois, s'il vous plaît, tombez pas dans « je mange plus, je bois plus jamais de sucre de ma vie ». Parce que quand on se limite, quand on se restreint, ça finit par nous jouer dans le dos. Puis de temps en temps, on va être comme « OK, là, je me donne le droit, puis go ». Puis là, je binge. Puis j'ai passé par là, j'ai des clientes qui passent par là. D'être dans le tout ou rien, encore une fois, ça ne nous amène pas une relation saine avec la nourriture. Donc, allez explorer vos garde-manger, vos frigos. Si vous avez des cravings de sucre, assurez-vous que vous mangez assez de protéines, assez de fibres, assez de bons gras. Quand vous mangez des sources de sucre, essayez de les équilibrer dans votre collation, dans votre assiette, avec les autres macronutriments pour justement minimiser l'impact glycémique. Surtout le matin, déjeuner, là, protéines, lipides, fibres. Le plus possible. Ça va vous aider avec vos cravings, avec votre énergie durant toute la journée et même le soir. Donc, un gros impact au niveau du déjeuner, le premier repas de la journée. Et si vous avez des cravings de sucre, est-ce que tu peux te faire une belle grosse salade de fruits avec un petit peu de sirop d'érable puis saupoudrer de la cannelle dessus? Est-ce que tu peux manger du chocolat noir? Est-ce que tu peux faire tes propres biscuits maison? Ou est-ce que tu t'achètes des pépites de chocolat, mais le reste de tes ingrédients, c'est des aliments qui sont faibles en sucre, qui vont venir sucrer naturellement, des aliments que le corps va reconnaître parce que ça vient de la nature le plus possible, des glucides plus en mode entier, complexe. Puis tu rajouter des graines, des noix pour aller acheter un petit peu de lipides là-dedans. Puis tu rajouter une petite coupe de protéines. OK, donc voilà comment on veut voir le sucre le plus possible. Puis comme je disais, partez à l'aventure, partez à la recherche, sortez vos lunettes de détective, allez lire vos ingrédients. Il y a sûrement des ingrédients, des aliments que vous mangez, que vous allez être surprise de voir dans les ingrédients des sucres ou des dérivés du sucre. All right?
Donc, j'espère que c'était clair. J'espère que ça fait du sens. J'espère que vous êtes mieux équipés pour comprendre pourquoi on dit que le sucre, c'est donc bien mauvais pour nous. J'espère que vous allez quand même garder une belle mentalité du 90-10, 80-20, 10 à 20 % dans ta vie. Tu as le droit là, de manger du sucre, de boire ton vin, puis de manger le bon biscuit que ta mère te fait, là, absolument. Et avec intention, toujours conscience, modération, sans culpabilité. Parce que tu as envie de le manger, parce que ça t'amène du plaisir, parce que tu le manges en conscience, et le reste du temps, 80-90 %, ben, tu manges des aliments justement qui sont très faibles en sucre ajouté, qui sont pas transformés le moins possible, qui représentent un bel équilibre de l'assiette, protéines, glucides, lipides, qui sont bien constants dans ta journée et qui sont bien sûr personnalisés, adaptés selon toi, ta réalité familiale, tes goûts, etc. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, laissez-moi savoir. Ça va vraiment me faire plaisir. Si vous avez besoin d'aide avec votre alimentation, moi, je fais pas de plan alimentaire. Par contre, je peux vous aider à intégrer des meilleures habitudes de vie avec votre alimentation au niveau du quoi de l'alimentation, du comment, donc toute la logistique autour de l'organisation et la préparation des repas, et bien sûr au niveau du comment, donc la relation qu'on a avec les différents aliments et l'alimentation. Donc, on est vraiment dans un processus de coaching, d'intégration de saines habitudes de vie durables en partant d'où vous êtes maintenant et en améliorant une chose à la fois de façon progressive pour que ça fitte avec, encore une fois, votre réalité quotidienne, vos objectifs, vos problèmes peut-être de digestion, vos difficultés niveau logistique. Fait qu'on regarde vraiment tout ça ensemble, puis on intègre, on développe un mode de vie awesome et aligné pour s'assurer que vous ayez le moins de risques possible de développer, entre autres, les 8 maladies, les 8 problématiques qu'on a jasées aujourd'hui. Puis en commençant avec une meilleure attention sur le sucre, bien, c'est sûr que ça va vous aider. J'ai aussi une formation en nutrition qui est vraiment faite à votre rythme. C'est 28 jours, mais vous le faites, comme je disais, à votre rythme. Il y a une vingtaine de vidéos de 10 à 20 minutes. Il y a un journal alimentaire pour le faire de façon intentionnelle et de la bonne façon. Il y a un recueil de recettes de plus de 50 recettes. Et ça, vous pouvez vous la procurer n'importe quand directement sur mon site. Vous l'achetez, vous avez accès. Et ça va vous aider, dans le fond, à maîtriser les piliers fondamentaux avec l'alimentation. Donc, hydratation, la fréquence des repas, justement l'équilibre des macronutriments, etc. Et encore une fois, dans une espèce de mindset de je rajoute des bonnes choses pour que les moins bonnes choses prennent le bord. Fait que ça, c'est toujours accessible sur mon site web. Je vais mettre le lien dans la description du podcast, sinon karmakin.ca/formation nutrition. Vous allez dans l'onglet service, vous allez voir formation nutrition. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ça là, pour vraiment avoir des bons trucs awesome, efficaces, progressifs, toujours dans le common sense, jamais dans la restriction puis la prévention pour vous aider avec l'alimentation parce que c'est un pilier de la santé vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, je vous laisse là-dessus. Hein? Ça fait longtemps que je parle. Je vous avais dit qu'on plongeait dans une espèce de masterclass aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça vous a aidé à comprendre. Hein? On le sait que c'est pas bon pour nous, le sucre, mais là, à comprendre vraiment pourquoi. Puis que ça va vous amener cette prise de conscience-là sur votre propre relation avec le sucre. Et bien sûr, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir. Donc, le quote aujourd'hui que j'ai choisi pour wrap up la conversation awesome, « Patience is bitter, but its fruit is sweet. » Donc, la patience, c'est amer, mais ses fruits sont sweet, sont sucrés. Donc, bien sûr, on a un petit jeu de mots avec le sujet d'aujourd'hui, mais ce quote-là m'a accroché parce que je voulais faire une espèce d'analogie avec justement la perte de gras, guérir ses problèmes digestifs, se remettre en forme, tu sais, n'importe quel objectif qu'on a sur notre chemin vers une santé optimale la plus awesome possible pour soi, mais ça prend de la patience. Puis des fois, c'est chiant à attendre. Puis on a l'impression qu'on fait toutes sortes de changements, mais on n'a pas les résultats qu'on veut. On ne perd pas le poids qu'on veut, on a encore des problèmes digestifs, nos workouts sont encore difficiles, puis là, on est comme, faut que je sois patiente, faut que je fasse confiance au processus. Puis ça, c'est comme amer un peu des fois, hein? Mais les fruits de cette patience-là, c'est ça qui goûte bon. Puis c'est ça qui fait que ça vaut la peine. C'est qu'un jour, tu te réveilles, tu fais comme, oh mon Dieu, je me sens plus légère, puis je me sens moins serrée dans mes jeans. Puis un jour, tu te réveilles, puis tu te rends compte que ça fait 4 nuits que tu dors vraiment bien, parce que là, ta digestion est vraiment mieux, ton foie est moins engorgé, puis tu te réveilles plus entre 1h et 3h du matin. Puis après ça, tu fais un workout, tu fais comme « Oh mon Dieu, j'ai pas réalisé, mais j'ai couru mon 5 km en 2 minutes de moins. » Donc, c'est cette patience-là qui, encore une fois, des fois, est chiante, je m'excuse du mot, mais je le sais, je le comprends, je le vois, je le vis. Sauf que les fruits, l'attente, la constance, les résultats d'avoir été patiente avec notre processus vers nos objectifs, ben c'est sweet, ça vaut la peine, ça nous permet de devenir aussi une personne alignée avec ces objectifs-là. Donc, je vous souhaite
moins de sucre transformé puis ajouté, plus de patience et plus de fruits, de sweetness. Oui, dans votre alimentation, mais surtout dans votre vie.